Ce fut l'un des plus grands accomplissements du Moyen-Âge. Né au cœur du royaume de France, l'art gothique a dominé l'Europe et initié une révolution en architecture. Son monument le plus emblématique, la cathédrale, est né d'un désir de lumière. Les murs de pierre se sont habillés de verre et se sont élancés vers les cieux. En moins de 200 ans, des dizaines d'édifices monumentaux surgissent au nord de la Loire, transformant à jamais le paysage d'une France qui s'urbanise. Les évêques et leurs bâtisseurs les voulaient toujours plus belles, toujours plus hautes. Une course à la démesure qui a mené à la catastrophe. L'effondrement du cœur de Beauvais marquera la fin du temps des cathédrales. Au cours des siècles, ces gigantesques vaisseaux de pierre sont devenus si familiers que nous pensions tout savoir des mystères de leur construction. Mais que savons-nous vraiment? Car les bâtisseurs nous ont laissé bien peu de documents. Depuis 20 ans, une nouvelle génération de chercheurs est sortie de ses bureaux et a investi les chantiers de restauration. Au fur et à mesure de ses découvertes, elle réécrit une histoire qui bouleverse bien des clichés. Certains archéologues du bâti prennent le monument comme un document en soi. Les autres, archéologues de l'espace, utilisent les technologies les plus sophistiquées pour analyser le cœur de ces structures qui défient les lois de la pesanteur. En sondant l'intimité de la pierre, du verre ou du fer, ces chercheurs ont décrypté le savoir-faire de ces hommes de la matière dont nous avions perdu la trace. Au fur et à mesure de leur découverte, ils dévoilent les secrets de ces artisans d'exception qui nous ont laissé le plus beau témoignage de leur science, les cathédrales. Les cathédrales gothiques sont nées dans une abbaye à quelques lieues de Paris. L'abbatiale de Saint-Denis n'est pas une église ordinaire, mais un haut lieu, nécropole des rois de France. Sugère, son abbé, est conseiller de Louis VII et homme d'influence. Il veut donner à son Dieu et à son roi une plus grande demeure, car au XIIe siècle, la France n'est qu'un minuscule État. Pour Sugère, l'architecture est un symbole politique. En tout juste 4 ans, il va transformer le cœur de son abbaye. À son achèvement, en 1144, le résultat est un éblouissement pour les hommes de l'époque. En faisant disparaître les murs au profit d'immenses vitraux de couleur, l'abbé Sugère a mis la maîtrise technique à la disposition d'un rêve esthétique. Il a fait entrer la lumière. La vision d'un abbé et l'omniprésence d'une pierre, le calcaire, vont permettre l'expansion des cathédrales. Des dizaines de chantiers se multiplient aux frontières du royaume, en Île-de-France et en Picardie. En moins de 2 siècles, on extrait des carrières de France plus de pierres que durant 3000 ans en Égypte. À 100 km au nord de Paris, la construction de Notre-Dame de Noyon débute en 1145, un an après l'achèvement de Saint-Denis. L'historien Arnaud Timbert étudie depuis 10 ans cette petite cathédrale, la seconde construite en France. Elle est à ce titre un maillon essentiel de l'histoire des premières heures de l'architecture gothique. Un aspect extérieur austère, mais à l'intérieur tout est espace et lumière. La nef, scandée par une alternance de piles fortes et de piles faibles, aboutit dans le cœur. Les espaces se côtoient,
fusionnent sans jamais se confondre. Tout le style gothique est là, créer des lieux multiples dans un espace commun. Le déambulatoire, largement ouvert sur le sanctuaire, dessert une couronne de chapelles rayonnantes, lumineuses et voûtées d'ogives. Les murs épais, caractéristiques du style roman, se sont évidés en de minces piliers qui supportent tout le poids des arcs des croisées d'ogives. Cette utilisation de la croisée d'ogive est une révolution. Elle a permis d'étendre la portée du haut vaisseau à 10 mètres de large sur 23 mètres de haut. Pourtant, les hommes de la Renaissance n'ont vu là qu'un art barbare et l'ont baptisé gothique. La réhabilitation attendra le XIXe siècle, lorsque des hommes comme l'architecte Eugène Viollet-le-Duc se passionnent et définissent les théories que nous connaissons aujourd'hui. On définit l'architecture gothique à travers 3 attributs, qui sont les attributs techniques. Le premier, l'arc brisé, apparu un siècle plus tôt en Bourgogne, permet aux murs de prendre de la hauteur. Le deuxième, la voûte d'ogive, venue de Normandie, répartit mieux les forces des voûtes et permet à l'édifice de prendre de la largeur. Le troisième attribut est l'arc-boutant. Venu lui aussi de Bourgogne, cet arc de maçonnerie permet de contrebuter la poussée latérale des voûtes de l'extérieur. L'arc-boutant est l'élément le plus visible et le plus spectaculaire de l'architecture gothique. Impossible de penser gothique sans penser arc-boutant. Mais aujourd'hui, des chercheurs pensent que l'emploi de l'arc-boutant n'était pas aussi systématique. Et c'est exactement ce qu'Arnaud Timbert et son collègue l'historien américain Andrew Tallon veulent démontrer à la cathédrale de Noyon. Formellement, ces arcs-boutants, de toute façon, ne sont pas du XIIe siècle. Donc il faudrait savoir, effectivement, si le monument, à partir de cet incendie de 1293, a subi des déformations qui inviteraient à mettre ces arcs-boutants, donc après 1293. Oui. D'après les textes, la charpente de la nef aurait brûlé lors d'un incendie 1 siècle et demi après le début de sa construction. Arnaud Timbert a retrouvé les trous qui furent percés en haut de la cathédrale pour évacuer l'eau de pluie, le temps de refaire la toiture. Mais aujourd'hui, ces trous sont bouchés à l'extérieur par la volée des arcs-boutants, ce qui semblerait indiquer que le bâtiment était sans arc-boutants pendant au moins 150 ans. Mais cela reste à prouver. Le bâtiment était conçu dès le départ sans arc-boutant, et c'est ce qu'on va peut-être pouvoir voir avec ces 2 témoignages des trous d'évacuation, et surtout avec l'analyse des déformations qu'on va voir tout à l'heure dans la nef. Andrew Tallon travaille avec une technologie assez étonnante pour un historien médiéviste. Un scanner laser produisant des images en 3 dimensions. Grâce à ce scanner, on va analyser les déformations du bâtiment. Cette archéologie spatiale nous permet de comprendre les parties de l'édifice que l'on ne voit pas. Arnaud Timbert et moi pensons que la cathédrale n'avait pas d'arc-boutant à l'origine. La question, c'est comment en être sûr? Eh bien, on dispose de quelques indices. L'une des façons de le savoir, c'est de voir si l'édifice a bougé. Au moment de sa construction, un bâtiment est toujours conçu de manière à tenir son aplomb. S'il a perdu son aplomb, ça veut dire qu'il s'est déplacé. Et donc, en voyant comment il a bougé et comment il s'est écarté, on peut imaginer qu'il n'y avait pas d'arc-boutant. On est en train de scanner le cœur et la nef du bâtiment pour voir si on peut trouver ce genre d'indice. C'est la première fois qu'une telle analyse est conduite à Noyon. Les résultats vont-ils confirmer l'hypothèse des 2 chercheurs? Bon, partons de cette image. On va prendre 2 points juste en dessous du grand chapiteau, à distance égale. Ici, on a 8 mètres 377. On va garder cette mesure à l'esprit et prendre 2 autres points un peu plus bas.
8 mètres 377, 7 mètres 777, il y a une différence de 60 cm entre le haut et le bas du bâtiment, ce qui est considérable. La cathédrale s'est écartée de 30 cm de chaque côté. On vient de découvrir quelque chose de très intéressant. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est que les voûtes principales sont en train de pousser au-delà du plomb ici. Ce qui veut dire peut-être qu'il n'y avait pas eu de contrebutement dès l'origine. Il y en a maintenant et le système est stable et ça ne bouge plus. Mais voilà. Donc avec le témoignage des petits trous, on a... On a un autre argument. C'est ça. Voilà. En alliant études archéologiques et analyse spatiale, les deux historiens viennent de confirmer leur intuition. Les maîtres gothiques avaient conçu, au moins au début, certaines de leurs cathédrales sans arc-boutant. Les définitions de l'architecture gothique sont donc plus complexes qu'il n'y paraît. Mais surtout, c'est la démonstration que la science des cathédrales est en train de progresser. On ne peut plus étudier les monuments seuls, comme autrefois. Il faut des géologues, des métallographes, des spécialistes du bois, des spécialistes de polychromie. Il faut des restaurateurs. Il faut des hommes au sens propre de la matière. Et naturellement, le trésor des archéologues, des historiens de l'art aujourd'hui, c'est de pouvoir bénéficier d'échafaudages. C'est le cas à la cathédrale de Chartres, où l'on peut accéder à des espaces dans l'élévation qu'on ne verra plus d'ici 200, 300 ans. Notre-Dame de Chartres est en pleine restauration. Il y a 8 siècles, elle fut construite en moins de 30 ans. Un record de rapidité pour le Moyen-Âge. Les conditions idéales étaient réunies. Un riche évêché et la proximité des matériaux. Épargnée par les guerres et les révolutions, elle est aujourd'hui et de loin le monument gothique le plus complet et le mieux préservé de France. Environ 90% de son gros œuvre, 80% de ses sculptures, 60% de ses vitraux sont d'origine. C'est un fait exceptionnel pour un monument du XIIIe siècle. Mais les assauts du temps ont laissé leur marque. À l'intérieur, la pollution et les fumées ont noirci les murs et obscurci les vitraux. La cathédrale est dans une perpétuelle pénombre, mais tout cela est en passe de changer. Un grand chantier vient de commencer pour lui rendre cette fameuse lumière perdue au cours des siècles. À 30 mètres de hauteur, les voûtes du chœur subissent le premier grand nettoyage de leur histoire. Sous la crasse, les restaurateurs ont découvert une superposition de décors polychromes. La couche la plus ancienne date du XIIIe siècle, du temps de la construction, et la plus récente du XIXe siècle. Ici, nous avons un bel exemple de badigeon 19e qui a été calcité, qui a pris l'humidité et puis qui s'est durci avec le calcaire de l'eau. On ne peut pas l'enlever. Les restaurateurs ont retrouvé les gestes et les techniques des peintres médiévaux pour redonner vie au décor d'origine. Arnaud Timbert, accompagné de l'historien Jean-Paul de Ramble, spécialiste des arts de la couleur, vient découvrir la fin de la restauration d'une des chapelles du chœur. Premier regard, ça heurte. C'est sûr que ça va créer un événement tout à fait fracassant. Difficile d'imaginer en effet l'ensemble des voûtes et murs de la cathédrale recouverts de ce revêtement ocre et blanc. Pourtant, à la suite de sondages dans différents points du monument, les restaurateurs ont découvert que sous la crasse, tout l'intérieur de Notre-Dame de Chartres est peint. On a décapé à tour de bras des monuments, et quand on a un mur brut, en général, on se pâme devant parce qu'on aime bien ce matériau. Et la réaction des gens du Moyen-Âge, à mon avis, était un peu différente.
ils aimaient bien le matériau aussi, parce que sans matériau, on ne peut rien faire. Mais ce matériau, ils vont le travailler jusqu'à ce qu'on l'oublie. Et c'est là où la couleur intervient. Alors, la couleur, c'est précisément cacher, c'est ça le sens du mot couleur, cacher le matériau pour montrer autre chose. Ils ne respectent pas les joints qui existent, ils font un dessin idéal, un dessin d'un appareillage parfait. Pour les hommes de l'époque, la cathédrale est la demeure de Dieu. Elle incarne, par son gigantisme, par la multiplication de ses vitraux colorés, la Jérusalem céleste des visions prophétiques de la Bible. Un paradis aux murs rutilants de pierres précieuses, auquel tout croyant aspirait. Au Moyen-Âge, dans les enluminures qui représentent les chantiers gothiques, la cathédrale était toujours représentée comme la Jérusalem céleste ou la tour de Babel. L'idée, c'est de produire une idéalité, de produire cette fameuse Jérusalem qui est très 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 bien construite. Et donc on va oublier effectivement les imperfections, on va oublier toutes les irrégularités pour aller vers cette perfection d'ordre spirituel où tout est complètement agencé, chaque pierre est à sa place, à son rapport d'harmonie. Ainsi, les bâtisseurs ont utilisé les matériaux autant pour leur qualité physique que symbolique. La construction des cathédrales a permis une union idéale entre le spirituel et le sacré, dans lequel la couleur et la lumière jouaient un rôle essentiel. Si l'intérieur de Chartres en est l'exemple parfait, rien n'avait préparé les chercheurs et les restaurateurs à une découverte plus surprenante encore. En 2008, grâce aux travaux menés sur le flanc nord du monument, des traces d'enduit sont trouvées sur les murs extérieurs. On a imaginé pendant des siècles que les cathédrales étaient peut-être peintes à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un acquis. On a envisagé éventuellement que les temples, comme le Parthénon, étaient peints à l'extérieur. C'est aujourd'hui acquis. Mais les cathédrales, ça, on ne le savait pas. Et ici, grâce à une orientation bien préservée des intempéries, on a des reliquats assez ténus, mais assez nets néanmoins pour observer plusieurs couches de polychromie. Là, un ton ocre, là, un ton blanc, soit les mêmes couleurs qu'à l'intérieur du monument. Les analyses stratigraphiques ont révélé que la couche la plus ancienne date du XIIIe siècle. C'est donc un revêtement identique à celui de l'intérieur. Donc l'intérieur et l'extérieur se confondent. Il y a une transparence, une confusion entre l'enveloppe et la paroi, entre le mur et l'enveloppe, et tout devient qu'un seul espace de lumière. Chartres était peinte. Les autres cathédrales l'étaient-elles aussi? Un nouveau champ de recherche commence, une tâche difficile tant les monuments ont été restaurés. Mais Chartres montre combien cette quête de la lumière et de la dématérialisation de l'espace était au cœur de l'aventure gothique. Les bâtisseurs avaient fait de leur cathédrale un phare qui resplendissait à l'horizon pour guider les pèlerins vers sa lumière. L'architecture gothique n'invente pas ce besoin de lumière. Le besoin de lumière est fondamental, c'est ce qui définit une église. L'église, c'est une expérience de lumière. Mais cette expérience de lumière, elle entre forcément en tension avec la résistance des matériaux, avec la difficulté de construire dans du dur, quelque chose qui normalement n'est pas la manifestation de la lumière immédiatement. La quête de la lumière dans toutes ses formes est sans doute la plus grande innovation de l'art gothique. Pour les bâtisseurs des cathédrales, la lumière est devenue un véritable élément d'architecture. Le vitrail est le seul art qui produise son effet par un passage de la lumière à travers la matière. Alors on va perfectionner l'art du vitrail en chargeant le verre d'histoire. Donc on rajoute au verre, outre la couleur, on va lui rajouter la peinture sur verre, donc cette grisaille qui permet de repérer un personnage, un autre personnage, une ville, etc. Et à ce moment-là, on va écrire sur le vitrail une histoire. Ces vitraux de Chartres ont traversé 8 siècles pour parvenir jusqu'à nous. Ils racontent une histoire sacrée, celle de l'Ancien et du Nouveau Testament.
Mais il raconte aussi une histoire plus profane, celle des artisans et celle du peuple, bâtisseurs de cathédrales. On a toujours parlé des maîtres d'œuvre et des commanditaires. Mais qui sont les hommes qui ont bâti? Toute la masse humaine des artisans, plombiers, forgerons, tailleurs de pierre, etc. Donc il y a en ce moment un renouveau qui s'effectue dans la connaissance à travers l'étude de ces hommes de la matière. Donc on peut, à travers l'étude d'une pierre, dans un monument totalement homogène, formellement, découvrir, à travers les traces d'outils, à travers les marques lapidaires, à travers la nature géologique de la pierre, découvrir des campagnes de construction, et mieux que des campagnes, à l'intérieur de chacune d'elles, des phases de construction. Donc on entre dans l'intimité la plus précise du monument. Une marque lapidaire est une marque laissée par un tailleur de pierre, pour plusieurs raisons. La première peut être le résultat d'un paiement à la tâche. Le tailleur de pierre met sa marque, elle est relevée en fin de journée et il est payé en fin de journée. Ça peut être aussi une marque identitaire d'un groupe de tailleurs, donc dans ce cas plutôt une marque publicitaire qui est là pour révéler la qualité du travail effectué. Pourquoi relever les marques lapidaires, les enregistrer, les comptabiliser? Si chaque marque correspond à un individu, chaque marque correspond aussi à une trace d'outil, puisque l'individu a ses traces d'outils. Donc il faut également relever les piles. Cette pile ici, c'est celle-là. Et l'on voit, chaque couleur correspond à un outil. Ça permet donc de voir, d'identifier entre guillemets une marque, un outil, et de l'associer à un individu. Si à un moment donné, on identifie un corpus de marques se trouvant dans tel espace, puis dans tel autre, que d'un seul coup, on ne retrouve plus les mêmes marques, mais d'autres, c'est que dans le chantier, il se passe quelque chose. Un arrêt, ou alors une autre équipe côtoyant une autre équipe, dans une période contemporaine, mais il y a, à travers la redécouverte de l'humain, une possibilité qui est celle de phaser le chantier avec d'autres critères. Les archéologues ont pu ainsi identifier combien il y avait de droitiers ou de gauchers, ou le type d'outil qu'ils utilisaient. Le taillant droit, qui laisse des traces linéaires sur la pierre, ou le taillant bretté, qui laisse des traces de dents et qui permet à chaque impact de retirer plus de matière. Ce dernier outil n'est apparu en Île-de-France qu'à la fin du XIIe siècle. Il est donc pour les chercheurs un critère de datation de la mise en œuvre du calcaire. Une carte géologique du nord de la France montre que l'implantation des cathédrales est intimement liée à la localisation des différentes zones calcaires. Un grand bassin sédimentaire recouvre la Picardie et l'Île-de-France, avec au sud un banc calcaire lacustre et au nord un banc calcaire dit lutétien, car en son centre se trouve Paris. Le géologue Marc Viré est un spécialiste des carrières de Paris. Il a étudié la nature et la provenance de chacun des blocs de pierre qui composent la cathédrale Notre-Dame. C'est un calcaire grossier à millioles. Donc ce banc s'est exploité dans l'étage inférieur des carrières de la région du Val-de-Grâce, dans les niveaux du calcaire grossier moyen. On remarque que les pierres très anciennes ont une tendance à être relativement douces au toucher parce qu'elles sont érodées. Alors que des pierres qui ont été changées à d'autres moments conservent plus de dureté, des arêtes, des fines arêtes liées au procédé de taille et qui a tendance à rayer la main. En cette fin du XIIe siècle, l'émulation architecturale est si importante que l'évêque de Paris, Maurice de Sully, décide de construire une nouvelle cathédrale beaucoup plus vaste que la précédente. À son achèvement, un siècle plus tard, Notre-Dame de Paris est la plus grande cathédrale de l'Occident. Pour construire une cathédrale de cette ampleur, il faut beaucoup de pierres. Or, au Moyen-Âge, le transport des matériaux est long et très coûteux. C'est pourquoi les bâtisseurs vont privilégier, quand elles existent, des carrières à proximité immédiate. Ce qui explique que chaque cathédrale a le faciès géologique de sa région. À ce titre, Notre-Dame de Paris a bénéficié d'une situation privilégiée. La pierre provient de deux endroits en majorité. Elle vient de Charenton,
où elle arrivait en descendant la Seine et en arrivant dans le square qui forme l'extrémité de l'île de la Cité, où il n'y avait rien, un terrain vague, et qui, traditionnellement, est représenté comme étant le lieu où l'on débarquait les pierres de taille pour le chantier de la cathédrale. Au Moyen-Âge, les rives de la Seine étaient plus larges et en pente douce, ce qui facilitait le déchargement des matériaux. L'autre provenance de la pierre était à Paris même, dans les carrières du Val-de-Grâce. Les blocs étaient acheminés par le canal de Bièvre jusqu'au pont de l'Archevêché. On est juste en face du chantier du Cœur, et il n'y avait qu'à traverser la Seine pour amener la pierre à pied d'œuvre du chantier. Donc, au point de vue logistique, là aussi, les circonstances ont été extrêmement favorables. Durant les 75 premières années de sa construction, le chantier avance vite. Mais au XIIIe siècle, alors que les tours commencent à s'élever, une découverte va tout changer. Dans les années 1230, la demande considérable de pierres de taille a fait que l'on a creusé toujours plus loin dans la colline la pierre au sud de Paris, là où il y a le Val-de-Grâce aujourd'hui, et un petit peu plus loin à Charenton. Et en creusant la colline, on a atteint des bancs calcaires de bien meilleure qualité. Et les constructeurs se sont rendus compte que ces bancs de pierre d'excellente qualité, que l'on appelle, en jargon de géologue, qu'on appelle du lieffrant, on s'est rendu compte qu'on pouvait en faire tout autre chose que de simples pierres de taille. Ce calcaire bien plus dense et plus dur va conforter l'audace des bâtisseurs qui se mettent alors à créer des formes nouvelles, faites de minces colonnes monolithes, d'immenses roses où le verre l'emporte sur l'armature de pierre. L'apport de ce nouveau matériau est si novateur qu'il décide de transformer le chœur et la nef alors que la cathédrale n'est pas encore achevée. Dans le même temps, les maîtres rationalisent le travail avec une redoutable efficacité. Ils avaient recours à la préfabrication et à la standardisation in situ en carrière, qui permettait donc de transporter des matériaux non pas bruts, mais prêts à bâtir, de telle sorte donc à transporter le minimum de matériaux. Il existe des schémas de cette standardisation dans un document datant du XIIIe siècle. Un carnet rare, celui de Villard de Honnecourt, qui est conservé à la Bibliothèque nationale, et qui présente donc feuillet après feuillet les dessins de ce personnage gyrovague qui allait de chantier en chantier, peut-être un architecte. Ceci est le seul ensemble de dessins qui nous soit parvenu de cette époque. Les feuillets représentent des plans d'église, des sculptures ou encore des formes géométriques. Le feuillet le plus intéressant pour les chercheurs est celui où Villard de Honnecourt a représenté des gabarits. Un trumeau, la coupe d'un arc doubleau, le pied droit d'une fenêtre et une portion de lobe. Cette pièce, que l'on peut voir sur les dessins de Villard de Honnecourt, est standard. Elle a été créée sur le fondement d'un gabarit unique. Elle a été sculptée à nombre X à la demande du maître, selon le nombre de roses qu'il souhaitait créer. Et nous avons donc là un exemple parfait de préfabrication en carrière et de standardisation donc sur le fondement d'un même gabarit. Ainsi, ce lobe, reproduit en de multiples exemplaires, a été utilisé dans le cloître de la cathédrale de Noyon pour former cette série de roses polylobées. On voit naître ici la gestion d'un chantier qui apprend l'usage de la préfabrication et la standardisation au service d'une esthétique homogène. Villard de Honnecourt a aussi dessiné des machines ingénieuses qui permettaient aux bâtisseurs de travailler plus vite, plus haut et de limiter la main-d'œuvre. Pour débiter le bois, la scie hydraulique. Pour lever les matériaux, tout un bestiaire de machines. La louve, la chèvre et l'écureuil, dont un exemplaire d'origine est conservé dans les combles de la cathédrale de Beauvais. Cette recherche de la mécanisation va donner lieu à une innovation, l'utilisation de l'eau comme source d'énergie la plus importante du Moyen-Âge. La force hydraulique va permettre une productivité sans pareille dans de nombreux domaines, dont la sidérurgie. À l'abbaye de Fontenay, il existe un outil inventé en Bourgogne par les moines cisterciens au milieu du XIIe siècle. Le marteau hydraulique,
qui va devenir essentiel à l'essor des cathédrales. Jusque-là, forger à la main est une épreuve de force, car le bras de l'homme ne peut pas fabriquer de barres de plus de 3 cm d'épaisseur. Le fonctionnement du marteau hydraulique est aussi simple qu'ingénieux. La force de l'eau actionne une roue qui fait tourner un arbre à cames, qui à son tour actionne un marteau de 300 kg, capable de frapper le fer jusqu'à 120 coups à la minute. La fabrication de cette réplique a été supervisée par le professeur Paul Benoît, spécialiste de sidérurgie médiévale. Avec l'apparition du marteau hydraulique, il y a la possibilité de forger de plus grosses pièces, mais de se forger beaucoup plus vite et à moindre coût. Là, c'est les aspects économiques. Et là, je crois que c'est fondamental pour comprendre les 35 tonnes qu'on va utiliser dans une cathédrale. Car le fer est présent dans toute la cathédrale. Les bâtisseurs gothiques vont être les premiers à utiliser massivement le fer dans l'architecture. Ils éliminent ainsi la pierre pour créer des baies de plus en plus grandes. Ils ancrent dans la maçonnerie d'épaisses barres, appelées barlotières, qui rigidifient les verrières. C'est un véritable cerclage du monument qui arme toute la structure. Le fer arrive sur les chantiers des cathédrales sous forme de produits semi-finis, je dirais, c'est-à-dire de barres. C'est la barre qui va fournir ces barlotières, c'est la barre qui va servir à fabriquer des tirants, c'est la barre qui va être reforgée pour former ses crochets. Donc on fait venir des barres qui arrivent soit par transport routier, je dirais, c'est-à-dire par charrette, soit dans certains cas par voie d'eau. Et là, on a un approvisionnement des grands chantiers des cathédrales. Cette question du coût des matériaux va devenir essentielle pour les bâtisseurs médiévaux. Car au XIIIe siècle, les cathédrales sont frappées de gigantisme. Sans le recours à la standardisation et à la mécanisation, le coût de leur construction aurait été prohibitif. C'est le cas de la cathédrale d'Amiens, dont le chantier débute en 1220. Notre-Dame d'Amiens est le monument de tous les superlatifs. D'un volume de 200 000 mètres cubes, elle pourrait contenir 2 fois Notre-Dame de Paris. 42 mètres de hauteur sous voûte, soit un immeuble de 15 étages. Elle est un défi à la limite du supportable pour une telle architecture. Viollet-le-Duc la considérait comme le Parthénon de l'architecture française. Elle est surtout une prouesse architecturale qui traduit l'aboutissement d'un siècle d'expérimentation de la part des bâtisseurs gothiques au sommet de leur technique. Pour l'un des plus grands experts d'Amiens, le professeur Stephen Murray, cette course vers les cieux a eu un prix. Malgré la beauté de cette grande baie, qui ouvre l'espace et donne une dimension quasi théâtrale au centre du bâtiment, elle pose un problème structurel qui se posait déjà au Moyen Âge. En effet, on peut voir des fissures sur le mur des arcades qui soutiennent un passage étroit appelé triforium. Le problème est plus visible encore lorsque Stephen Murray y accède. Nous sommes au milieu du transept sud, et c'est tout simplement splendide. Les couleurs, la lumière, tout est beau. Cependant, nous avons aussi devant les yeux les signes d'importants défauts structurels. L'imposante baie est contiguë à la croisée du transept, et le poids du mur des arcades a poussé les piliers de la croisée vers l'intérieur. Ce léger affaissement de l'arcade a créé une déformation des immenses piliers de la croisée du transept. S'il venait à céder, la cathédrale s'effondrerait. Amiens, comme toutes les cathédrales gothiques, est construite sur un schéma de croix latine. En direction de Jérusalem à l'est, le chœur, à l'ouest, la nef, et perpendiculaire à cet axe, les bras du transept. Au centre, la croisée du transept est le point structurel le plus fragile d'une cathédrale, mais c'est aussi son plus beau défi esthétique. Comment les bâtisseurs d'Amiens pouvaient-ils en repousser les limites? Pour le savoir, Stephen Murray a invité Andrew Tallon à faire la première analyse spatiale du monument. Tu devrais te concentrer là-dessus. D'accord. Et sur l'extérieur aussi? Oui, il n'y a plus d'échafaudage.
Le passage est bien dégagé là-haut. Et structurellement parlant, c'est la partie la pire. Oui. C'est la partie la plus endommagée. C'est là que l'incendie a sévi en 1258. Oui. En à peine quelques minutes, le laser fait apparaître sur les écrans d'ordinateur les premières images d'une cathédrale virtuelle d'une incroyable précision. Un bâtiment peut vraiment mal se conduire. Les arcs veulent tout pousser vers l'extérieur. Lorsqu'un bâtiment évolue mal, cela peut provoquer des effondrements. Avec cet instrument, nous pouvons voir les déformations subies par le monument et essayer de comprendre ces problèmes structurels. Ici, on commence à voir la forme du pilier. Vous voyez l'ombre? Le laser n'a pas pu aller jusqu'en haut parce qu'il bute contre le grand chapiteau, ce qui crée une légère ombre. Mais ce n'est pas trop grave. Scanner la plus grande cathédrale de France prendra plusieurs jours. Le rayon laser doit atteindre chaque point de surface, chaque hauteur, chaque recoin, afin de produire un modèle en 3 dimensions qui pourra être découpé et analysé en laboratoire. Amiens résiste depuis près de 800 ans à des pressions énormes, à des poussées et contre-poussées qui s'opposent et se complètent. Le monument est le lieu d'une lutte constante pour l'équilibre. Comment ces forces cheminent-elles dans la pierre? De retour aux États-Unis, Andrew Talon a assemblé les scans réalisés à Amiens afin de produire un modèle virtuel complet. Avec Stephen Murray, ils peuvent maintenant en faire l'analyse structurelle. Ils commencent par le point qui les intéresse particulièrement, la croisée du transept. On va commencer par le niveau le plus bas. Afin de déterminer l'importance des pressions exercées sur le pilier, Andrew Talon mesure la distance entre 2 supports de la croisée du transept à 3 hauteurs différentes. En se plaçant au point le plus bas, on mesure 11,62 m. On va se baser sur cette mesure. Si on va 3 mètres plus haut, on a 11,52 m. Il y a 10 cm de différence. C'est considérable. Oui, c'est un écart énorme. Dès les premières mesures, le scan révèle que les piliers se sont incurvés de 5 cm de chaque côté. Allons maintenant au sommet de l'édifice et prenons la mesure juste en dessous des grands chapiteaux. Ça va d'ici au point opposé. La distance est de 11,70 m. Il y a donc 20 cm de plus que ce qu'on a mesuré en bas. C'est là qu'on voit la différence. Sur la maquette virtuelle, il voit que les piliers ont bougé dans des directions opposées à leurs 2 extrémités. Vers l'intérieur, à la base, sous la poussée du triforium, vers l'extérieur, en haut, sous la poussée des voûtes. C'est une catastrophe annoncée. Membre de l'équipe, Rory O'Neill, analyste de structure, fait une simulation pour trouver le point de rupture. On pousse le principe d'apprentissage par l'erreur à l'extrême, en anticipant l'effondrement des éléments et en observant ce qui se passe. Quels sont les points faibles du bâtiment susceptibles de faire perdre le sommeil à son architecte? Que se serait-il passé si au cours des siècles, la pression des arcades était devenue trop importante pour le pilier? On voit que toute la structure est en train de glisser. Je vais zoomer pour qu'on puisse regarder de plus près. Les pierres commencent à se séparer. C'est similaire à ce qui se passe sur le vrai mur. Ces failles en disent long. Elles démontrent que le mur a bougé avec le temps. La modélisation confirme que les fissures créées par l'ordinateur sont identiques à celles observées à l'intérieur de la cathédrale. Elles sont donc le résultat direct de la poussée des arcades sur le pilier du transept. Si cette poussée s'était amplifiée, les conséquences auraient été catastrophiques. La cathédrale se serait effondrée. Comment expliquer une telle fragilité structurelle alors que le poids des voûtes d'ogive et de la charpente est contrebuté par une forêt d'arcs-boutants sophistiqués? N'est-ce pas là justement toute l'ingéniosité de l'architecture gothique?
Mais en y regardant de plus près, Andrew Tallon et Stephen Murray font une découverte sidérante. Par rapport à l'arc de traverse de la voûte principale, l'arc-boutant semble placé beaucoup trop haut. Vu la poussée de la voûte, il faudrait qu'elle se trouve dans le haut de l'arc-boutant. L'arc-boutant ne sert à rien. En plaçant l'arc-boutant trop haut, les bâtisseurs ne pouvaient contrebuter la force exercée par les voûtes. Comment comprendre une telle approximation dans un monument aussi abouti? Stephen Murray a trouvé un texte d'époque médiévale qui lui a donné un élément de réponse. Tel que nous la voyons, la construction a 30 ans. Nous sommes en 1250. Un jeune architecte, Renaud de Cormont, a pris le relais du travail entrepris par son père. Thomas a bâti la haute nef, Renaud construit le haut chœur. Comme tout fils qui se respecte, il veut reprendre les formes architecturales de son père en les transformant. Le gothique est une sorte de modernisme en perpétuel mouvement. Il a complètement transformé le système des arcs-boutants et adopté une solution beaucoup plus moderne. Cependant, c'est trop léger. La construction d'une cathédrale durait en moyenne 50 ans. Ainsi, le maître d'œuvre qui la désirait et le maître d'ouvrage qui la bâtissait n'en voyaient jamais l'achèvement. À Amiens, à la mort de son bâtisseur de père, Renaud n'a que 16 ans. Son manque d'expérience explique ses erreurs. Au XVe siècle, les arcs-boutants du chœur ont été enlevés pour être reconstruits. Et une énorme traverse a été installée pour soutenir les principaux renforts aux endroits où le bâtiment s'écartait. Au final, on avait un système de soutien sur 3 niveaux, ce qui était beaucoup plus sûr. On connaît le nom de celui qui a sauvé la cathédrale. Il s'appelait Pierre Tarissel. Cet arc-boutant est tel qu'un arc-boutant devrait être, à savoir solide. Il est massif et maintient la structure. Un vrai support. Avec l'ajout de cet arc-boutant à la fin du XVe siècle, Pierre Tarissel stabilise le haut de la cathédrale. Mais à la base du pilier, le problème reste à résoudre. À la fin du Moyen-Âge, les gens étaient terrifiés à la vue de ces failles qui apparaissaient. Comment éviter que le pilier ne se brise? Il n'était pas pensable d'utiliser un contrebutement à l'intérieur de la cathédrale. Alors Pierre Tarissel eut recours à un palliatif qui va définitivement sauver le monument. Il utilise le fer. L'étude du fer médiéval est toute récente. Depuis 10 ans, Philippe Dillman, spécialiste des archéomatériaux, dirige une équipe de chimistes, de métallurgistes et d'archéologues au sein du Commissariat à l'énergie atomique et du CNRS qui prélève et analyse le fer des cathédrales. Amiens, c'est très intéressant parce qu'effectivement, les textes nous disent visite de chantier, attention, il faut renforcer la cathédrale, les piliers de la croisée sont en train de flamber. Donc, conseil d'experts, comme on a exactement aujourd'hui, il faut mettre un chaînage de part en part qui va empêcher le flambage. Et pour qu'est-ce qu'on emploie comme type de fer? Eh bien, il faut employer du fer d'Espagne. En assemblant d'énormes barres de fer par un système de clavettes, Pierre Tarissel crée un chaînage qui gaine la cathédrale au niveau du triforium. Ainsi, il immobilise la structure. La solution est salutaire, mais onéreuse, car le fer d'Espagne coûte cher. Alors le fer d'Espagne, c'est une dénomination qu'on retrouve à différents endroits à cette période du Moyen-Âge, et qui pour nous est mystérieuse. On la trouve à Amiens, on la trouve également à Troyes, on la trouve à Rouen. Quand on a des sources écrites, on sait qu'on a du fer d'Espagne. Nous sommes alors à une période charnière de l'histoire de la sidérurgie en Europe, durant laquelle coexistent 2 procédés de réduction du minerai de fer. Le premier, appelé procédé direct, utilise de simples fours à bois. Le deuxième, le procédé indirect, se développe au XVe siècle grâce à la force hydraulique et à l'apparition du haut-fourneau. C'est une révolution technologique qui va industrialiser tout le nord de l'Europe et de la France. Les analyses du chaînage d'Amiens ont démontré que le procédé indirect a servi à la fabrication des barres. Et cela pose un problème aux historiens.
On sait très bien qu'en Espagne, à cette période-là, le procédé indirect n'est pas utilisé. Donc on sait très bien que ce n'est pas du fer d'Espagne qui est venu à Amiens pour fabriquer ce chaînage. Ça, c'était un des résultats importants. Mais alors d'où venait le fer? Amiens étant situé près d'un des sites de minerais le plus important de l'époque médiévale, le pays de Bray, la logique aurait voulu que les bâtisseurs aient privilégié la proximité du matériau. Mais là encore, le résultat des analyses fut une surprise. Dans aucune des cathédrales, on a trouvé ce fer du pays de Bray, ni même à Rouen, ni même à Beauvais, qui encadre le pays de Bray. Certains historiens disent qu'il a dû servir à fabriquer que des clous, vendus peut-être à Rouen et à Beauvais, mais en tout cas, pas ces grosses barres que l'on trouve, ni ces agrafes, ni ces extrémités de chaînage que l'on trouve dans les cathédrales de Picardie. Ça, c'est une certitude. Donc ce fer voyage, il vient probablement d'assez loin, mais pour le moment, on est encore à la recherche de l'origine exacte de ce métal. Si la provenance du fer des cathédrales reste toujours un mystère, les prélèvements accumulés par l'archéologue Maxime Lhéritier ont permis à l'unité des archéomatériaux de faire d'autres découvertes. TS1 12, attention c'est chaud. Donc ils l'ont pris, ils l'ont tapé, ils l'ont retourné. Ils ont d'abord percé ce côté-là, et ensuite ils sont venus rabattre ce côté-là. Ouais, parce que tu as le rabat, parce que le rabat qui passe le métal se rabat dessus. Tu vois, on voit qu'il y a une super soudure. Parce que le trait noir, c'est vraiment l'interstice entre les deux bouts de métaux, quoi. On a peut-être plus d'informations dans la matière, même sur le geste de l'artisan, que dans la morphologie elle-même. Parce que là, on voit bien qu'on peut retracer toute une partie des gestes du forgeron qui a fabriqué cet objet. Et à partir de là, pouvoir voir si c'est le même forgeron qui a forgé toutes ces pièces. Est-ce qu'il y a plusieurs forgerons qui travaillaient au même moment sur la cathédrale et qui avaient des techniques de fabrication différentes? Ainsi, l'analyse de la structure de la matière a permis à ces archéologues du fer de retrouver l'empreinte des hommes inscrite dans le métal qu'ils avaient forgé 8 siècles plus tôt. Il y a dans chaque chantier de cathédrale une forge, avec des forgerons qui mettent en forme le fer pour la construction, qui s'occupent aussi de la réparation, de l'entretien et de la réparation des outils. En particulier, ils vont réaciérer les pointes des outils qui servent à mettre en forme la pierre. Ces forgerons étaient des ouvriers comme les autres, c'est-à-dire que les salaires qu'on a, qui sont généralement du XIVe voire du XVe siècle, sont des salaires qui sont pour les maîtres comparables au salaire d'un maître maçon ou d'un maître charpentier. Le forgeron médiéval n'est pas un personnage qui appartient à une caste, comme ça dans certains cas d'Afrique. Il n'est ni méprisé ni porté au nu, c'est un ouvrier qui fait partie de ce monde des ouvriers grandement qualifiés qui tournent autour du chantier des cathédrales. À quelques kilomètres d'Amiens, se trouve une cathédrale dans laquelle l'utilisation du fer a été la plus massive de la période gothique. L'architecte des bâtiments de France, Jean-Lucien Guénoun, y mène depuis plusieurs mois un chantier de restauration à plus de 48 mètres de hauteur. Construite à partir de 1235, Saint-Pierre de Beauvais est en effet la plus haute cathédrale du monde. Et avec des baies de 110 mètres carrés chacune, elle est aussi la plus immatérielle. Prouesse architecturale ou folie des grandeurs de la part des bâtisseurs? Le débat entre les experts n'est toujours pas tranché. Pour la première fois depuis le XIXe siècle, les échafaudages permettent aux restaurateurs d'accéder aux voûtes du chœur. Ils viennent de mettre à jour une armature de fer sous le mortier des ogives. Un tel dispositif de voûte armée n'avait jamais été découvert dans aucune cathédrale gothique. Les historiens ont toujours pensé que la voûte d'ogive était une structure flexible, uniquement composée de pierre. Et qui semble être un badigeon ocre jaune et pas le badigeon gris, qui est la dernière couche. Donc ce qui voudrait dire qu'on a des fers qui sont antérieurs donc, au badigeon gris, ce qui pourrait plaider en faveur de fers qui seraient antérieurs au XIXe siècle. Si ce fer est contemporain de la construction, cela signifie que les voûtes étaient rigidifiées, ce qui remet en cause bon nombre de certitudes. On a prélevé à la fois les fers potentiellement 19e et ceux qu'on pense, qui ont des chances d'être de l'époque de la construction, et on va pouvoir faire la différence des procédés, puisque
Ce ne sont pas les mêmes procédés au Moyen-Âge qu'à l'époque moderne. Voilà. Donc ça devrait parler. Et ensuite, on ira quand même voir si les fers médiévaux, s'ils sont médiévaux, viennent du pays de Bray ou pas, puisqu'on a quand même un centre de production qui est pas loin. Et c'est quand même intéressant d'essayer de faire le lien. Les analyses diront si les bâtisseurs avaient mesuré les risques de leur audace et transformé les normes de l'architecture gothique. Contrairement à Amiens, Beauvais n'est pas sorti indemne de sa course vers les cieux. La cathédrale porte dans ses hauteurs les stigmates des catastrophes qui s'y sont succédées durant son existence. Nous sommes devant la plus belle cathédrale gothique. Elle s'élance comme une fusée. Elle est sans comparaison avec Amiens ou Chartres. La cathédrale de Beauvais est absolument unique, surtout dans cette lumière. Nous la voyons ici sans ses cicatrices, sans les traces des déformations et des transformations que nous pouvons observer dans l'édifice. En revanche, il manque la tour qui se trouvait à la croisée du transept. Il faut rappeler que le transept a été construit au XVe siècle par Martin Chambige, le plus célèbre des maîtres maçons de la fin de la période gothique. Peu de temps après son décès, l'évêque de Beauvais voulut construire une tour-lanterne très haute au-dessus du transept. En 1573, le jour de l'Ascension, la tour s'effondra. Alors qu'on célébrait une messe, des pierres commencèrent à tomber. La procession solennelle fit place à la panique et le clergé accéléra le pas. Tout le monde sortit de la cathédrale dans un nuage de poussière. L'effondrement fut si spectaculaire que le chantier s'arrêta net. La nef gothique ne fut jamais construite, laissant Beauvais inachevé, avec pour seul vestige les restes de la nef romane d'une cathédrale antérieure. Pourtant, au regard des historiens, cette catastrophe, conséquence de la seule vanité d'un évêque, est anecdotique. Ce sont d'autres problèmes de structure qui intéressent les chercheurs. 3 siècles plus tôt, durant la construction du chœur, une partie des voûtes s'était déjà effondrée. Quand l'historien étudie ce bâtiment à la manière d'un détective qui cherche à résoudre une énigme, il voit dans la construction, dans l'arcade, des signes lui indiquant qu'il y avait à l'origine seulement 3 baies, ce qui permettait à l'espace central de bénéficier d'une belle ouverture sur les espaces périphériques. Après l'effondrement de 1284, le nombre des supports fut doublé. Un pilier intermédiaire fut ajouté entre chaque pilier d'origine. Aujourd'hui encore, la vulnérabilité de la structure demande une attention particulière. Autant de problèmes concentrés dans un seul monument poussent les historiens à se demander si les bâtisseurs avaient une maîtrise suffisante des techniques pour réaliser leurs ambitions. Car pour certains, Beauvais souffre d'un véritable défaut de conception. L'effondrement n'est pas lié à la hauteur vertigineuse de l'édifice. Celui-ci aurait très bien tenu si les arcs-boutants avaient été correctement conçus, c'est-à-dire sans combiner des supports extrêmement fins avec de lourdes arches et des culées sujettes à la force des vents. Le problème n'était pas la hauteur, mais les arcs-boutants. Les arcs-boutants de Beauvais sont parmi les plus hauts et les plus fins jamais construits. Les bâtisseurs avaient le désir de laisser la lumière accéder aux immenses baies de verre. Mais retirer tant de matière n'était pas sans risque. Ils ont tendu entre les contreforts de pierre des tirants de fer. Cela aurait dû suffire, mais c'était sans compter avec les aléas climatiques. Le 29 septembre 1284, lors d'une tempête exceptionnelle, un des arcs-boutants céda, entraînant la chute d'une des voûtes du chœur. C'était la panique. Le clergé a pris peur devant l'insécurité de l'édifice. Ils ont alors démoli une grande partie du haut du chœur. Donc la reconstruction que nous voyons aujourd'hui ne correspond pas à ce qui s'était effondré. Si on regarde bien, on voit un gros crochet en fer encastré dans l'un des arcs de la croisée. C'est précisément cet arc qui est tombé. Des analyses récentes de la structure du toit ont révélé que la charpente en bois au-dessus des voûtes est d'origine et faite à partir d'arbres coupés aux alentours de 1257. L'effondrement n'a pas du tout fait s'écrouler le toit. Au final, c'était un accident mineur.
Beauvais était-elle vraiment une folie de bâtisseur? La question n'est toujours pas tranchée. Mais la cathédrale que beaucoup considèrent comme la plus belle du monde a résisté à l'épreuve du temps. Au-dessus du vaisseau de pierre, une proue digne des plus grands charpentiers nous rappelle qu'au Moyen-Âge, le bois avait toute sa place dans les cathédrales. Pourtant, l'architecture gothique l'a rendu invisible. Jusqu'au XIIe siècle, le bois est le matériau le plus important utilisé pour la construction. Mais l'essor démographique va générer d'autres besoins, et cette pénurie de bois va favoriser le développement de l'architecture gothique. En effet, en privilégiant l'utilisation de la voûte d'ogive, les bâtisseurs réduisent la place de ce matériau devenu trop cher au profit de la pierre. Mais le bois reste présent dans la cathédrale, car les hommes du Moyen-Âge utilisaient leurs matériaux pour des raisons symboliques autant que matérielles. Et à ce titre, le bois a une importance toute particulière. On va classer quand même les matériaux en fonction de leur puissance spirituelle, une sorte d'énergie spirituelle. Le bois a une énergie spirituelle considérable. La pierre a déjà une énergie spirituelle moindre. Le fer a une énergie spirituelle très très basse. Parce que le fer, c'est plutôt du côté des forges de Vulcain, c'est le diable, c'est le feu. C'est quelque chose qui est très très difficile à spiritualiser. Donc de tous les matériaux, par exemple, le fer, c'est celui qui reçoit le moins de symbolique. Alors on va dire si le Christ avec les clous, le marteau, etc. Mais c'est toujours des armes blessantes. Et le bois, au contraire, ne blesse pas. On peut tuer avec du bois, mais c'est beaucoup moins fort qu'avec du fer. Et même le bois va servir, dans sa grande générosité, va servir le fer. Par exemple, pour qu'une hache fonctionne, et que le bûcheron ne se blesse pas, il faut un manche en bois. Et le manche en bois, dans sa douceur, va permettre effectivement à l'outil de fonctionner sans tuer l'homme. Bon. Mais l'abandon du bois pour la construction s'est fait certainement non sans résistance. La pierre se substitue au bois, mais la pierre est opaque et dense. Pour lui donner cette énergie spirituelle si nécessaire, les bâtisseurs vont la charger de sens et la transformer en sculpture. Le XIIIe est un moment d'éclosion des images incroyable. La multiplication des images partout, sur tous les supports, que ce soit les murs, les livres, les habits, les tapisseries, le sol, on met des images partout. Alors ces images, évidemment, sont un immense récit, un immense discours qui contribue à faire de ce bâtiment un lieu de performance spirituelle. La cathédrale était devenue livre de pierre, accessible et lisible par tous. Avec l'architecture gothique, les sculptures ont quitté l'obscurité pour la pleine lumière. Pour l'ornementation de leur cathédrale, les évêques voulaient ce qu'il y avait de plus beau. Le coût importait peu. À Chartres, les analyses géologiques ont montré qu'ils avaient utilisé un calcaire d'une autre région, le Liais de Paris, qui avait déjà sublimé Notre-Dame. Mais un détail surprend, un personnage coupé dans sa moitié, ce qui semble une aberration dans ce tympan de grande qualité. Probablement une simple erreur d'ajustement, prouvant que la pièce fut sculptée là où s'extrayait la pierre, à Paris. Mais comment raconter l'histoire d'un portail quand il n'en reste plus rien, comme un noyon? Il existe dans chaque cathédrale un lieu mémoire qui abrite les fragments de toutes les destructions et restaurations, le dépôt lapidaire. On y retrouve les restes des 3 portails qui furent détruits à la Révolution. Les fragments étant consacrés, les ecclésiastiques les avaient enterrés sur place afin qu'ils ne quittent pas l'espace sacré du monument. Donc ceci est le fragment d'un dais de statue-colonne du portail central qui représentait la Jérusalem céleste. Ce sont les analyses géologiques qui permettent aujourd'hui, par comparaison avec les analyses effectuées sur les portails, de dire
tel bloc peut être attribué à l'un des 3 portails de la façade occidentale. La géologue Lise Leroux a pu conduire ses analyses comparatives en examinant la base d'échantillons de calcaire conservés au laboratoire des monuments historiques. Ils ont été collectés depuis plus de 20 ans dans le sous-sol de l'Île-de-France et dans les divers dépôts lapidaires des cathédrales. On s'est aperçu en faisant l'inventaire de ce dépôt lapidaire que la pierre utilisée pour la sculpture à la cathédrale de Noyon était différente de la pierre de construction de la cathédrale et que cette pierre était une pierre de couleur un petit peu jaune, contenant des microfossiles que l'on voit très bien à la loupe et puis des coquilles de lamellibranche blanches. La connaissance que l'on a du terrain, la connaissance que l'on a des pierres utilisées dans les monuments français nous a permis de retrouver une pierre comparable mise en œuvre à la cathédrale de Reims, dans laquelle on voit ces petits fossiles qui sont exactement les mêmes que ceux retrouvés dans la sculpture de la cathédrale de Noyon. Pourquoi être allé chercher la pierre hors de Picardie alors que des carrières de calcaire plus proches existaient à Amiens et à Beauvais? Le portail, ici, est en construction dans les années 1230. Or, il s'avère que le chantier de la cathédrale de Reims, dans les années 1230, présente un arrêt assez important, pour des raisons de crise sociale, entre, pourquoi pas, le chantier et l'archevêque. Il est bien évident que les ouvriers et les sculpteurs, tailleurs de pierre de Reims, doivent toujours gagner leur pain. Il y a donc de fortes chances qu'il soit venu le temps d'arrêt du chantier de la cathédrale de Reims sur le chantier noyonnais. On est allé les chercher, parce qu'on va dans le vivier du moment en matière de sculpteurs qui est Reims, et très vraisemblablement, ils imposent leurs pierres. L'analyse des matériaux et la comparaison des styles ont permis à l'historien de retrouver l'aspect du portail de Noyon, mais aussi de relier 2 histoires de chantier. Au fur et à mesure de ses recherches, il a pu reconstituer une organisation des bâtisseurs de cathédrales qui se définissait par leur matière. Les hommes de la pierre, les hommes du bois, les hommes du métal et enfin les hommes du verre. Pour chacune de ces corporations, il existait une hiérarchie, dont celle de la pierre est la mieux connue. Il y a le carrier, il y a l'appareilleur, le maçon, il y a le tailleur de pierre, qui peut être sculpteur parfois, et on pourrait, au sein de chacune de ces catégories, définir naturellement l'apprenti, le compagnon, le maître. Donc il y a une hiérarchie très forte. Des hommes du chantier, chacun sait ce qu'il a à faire, chacun sait ce pourquoi il est sollicité. Le paiement, ensuite, de ces hommes est réel. C'est pour ça qu'un chantier coûte cher aussi. Ils travaillent rarement le samedi, jamais le dimanche, ils ont des jours fériés qui correspondent grosso modo à un bon mois de vacances dans l'année. Ils travaillent beaucoup l'été puisqu'ils travaillent au rythme de la lumière, mais l'hiver en somme toute peu, d'autant que la majorité des chantiers sont clos. Donc on a des hommes qui sont considérés comme des hommes qualifiés, et pour construire de telles cathédrales, il faut des hommes qualifiés, et qui sont payés et bien payés. Comme les maîtres verriers du Moyen-Âge, les artisans des ateliers lorrains continuent de travailler au pied de la cathédrale à la restauration des vitraux de Chartres. Les gestes, je pense, doivent être à peu près les mêmes qu'au Moyen-Âge, c'est-à-dire le plomb, le verre qui rentre dans le plomb, la façon de couper le plomb avec un couteau. Alors il n'était peut-être pas comme celui-ci, mais c'était sans doute les outils très semblables. Il y a pas mal de crasse. On voit tout ça qui est très très noir, très sale. Il va falloir faire un nettoyage pièce par pièce, de façon à ne pas toucher à pas abîmer la grisaille, la peinture. La grisaille, ce trait de peinture opaque qui dessine les visages et les drapés à la surface du verre, est très sensible aux altérations de l'environnement et finalement s'écaille. Ce phénomène majeur affecte de nombreux vitraux des XIIe et XIIIe siècles. Sans grisaille, le verre ne raconte plus d'histoire.
C'est au laboratoire de recherche des monuments historiques à Champs-sur-Marne que revient la difficile tâche de trouver des solutions durables pour arrêter la destruction avant qu'il ne soit trop tard. Isabelle Palot-Frossard, conservatrice générale du patrimoine, dirige le laboratoire créé en 1970. Nous ne faisons absolument pas de restauration nous-mêmes. Nous sommes là pour assister les restaurateurs et les maîtres d'œuvre, soit très en amont dans le cadre de recherche générale qu'on va faire sur les méthodes de consolidation des grisailles par exemple, soit au cours de la restauration elle-même. Au fur et à mesure des restaurations, les chercheurs ont découvert que les vitraux médiévaux souffraient d'un mal encore plus insidieux que la perte de la grisaille. Au-delà des attaques de sa surface, c'est la matière même du verre qui disparaît. Alors par transparence, on voit très bien ce qui se passe. Dans la partie centrale altérée où il y avait la couche blanche de gypse, la lumière ne passe plus. Dans l'édifice, ça sera noir ou brun. Alors qu'en bordure des plombs où le verre est encore intact, où on a encore la surface originelle, on voit encore la matière originale et la couleur originelle du verre qui est le jaune. Ici, on voit surtout les cratères. La couche de surface, qui est une couche rouge sur une couche blanche, a été dissoute par l'eau et la pollution atmosphérique. Donc on voit le blanc à travers les trous. On a ce contraste. Alors ce phénomène existe pour les verres médiévaux. Il n'existe pas pour des verres modernes. Depuis l'Antiquité, on savait fabriquer le verre avec de la soude extraite du sel marin. Mais au XIIe siècle, la demande en vitraux se multiplie. Le sel est une denrée chère. On utilise alors de la potasse issue des cendres de bois du chantier de construction. Mais les restaurateurs ont découvert depuis que ces verres potassiques étaient solubles à l'eau. Le dommage est irréversible. Pour stopper ce phénomène d'érosion, le laboratoire a mis au point un système de double vitrage. Cette protection a permis de replacer dans la cathédrale son trésor le plus précieux. À l'intérieur du monument, les échafaudages ont été démontés et les vitraux et les voûtes du chœur de Notre-Dame de Chartres apparaissent enfin, identiques à ce qu'ils étaient 8 siècles plus tôt. Dans quelques années, toute la cathédrale sera restaurée et nous pourrons la voir alors telle que l'homme médiéval la voyait, un miracle d'équilibre et de proportion. À l'époque de sa construction, les bâtisseurs s'étaient inspirés des préceptes des grands théologiens du XIIe siècle qui étudiaient à Chartres les textes antiques des philosophes grecs et romains. L'école de Chartres, c'est plutôt un esprit, à vrai dire. Un esprit qui a certainement trouvé une certaine réalité historique à un moment donné par la rencontre de plusieurs intellectuels qui venaient d'horizons différents, mais qui étaient d'accord à peu près sur le même principe, à savoir qu'il faut créditer la nature, créditer l'expérience, créditer l'observation comme étant la matière première d'une transformation, d'une révélation. Donc ce sont des gens positifs qui vont favoriser les sciences expérimentales, qui vont être très soucieux de l'héritage antique concernant l'astronomie, la géométrie, l'arithmétique, la musique, pour parler des arts libéraux. Ce sont des esprits rationnels qui pensent que la raison est la condition même de la foi. Nourris de cette connaissance, les architectes du Moyen-Âge étaient convaincus que la beauté suprême de l'univers était basée sur des proportions parfaites dont Dieu était le suprême géomètre. L'historien Stefan van Liefering estime qu'il existe des références bibliques dans les proportions mêmes des cathédrales, à commencer par la plus célèbre d'entre elles, Notre-Dame de Paris. À l'aide d'un laser, il mesure les 2 premiers niveaux du chevet. Ils sont d'une hauteur égale, soit 10 mètres chacun. Mais au Moyen-Âge, les bâtisseurs utilisaient une autre unité de mesure. Si vous convertissez en pieds de roi, l'unité de mesure médiévale, cela fait environ 30 pieds de roi en bas et 30 pieds de roi en haut. La hauteur totale est donc de 60 pieds de roi. Ces nombres, 30 et 60, ne lui étant pas inconnus, le chercheur se rend à la bibliothèque Mazarine pour consulter un ouvrage de théologie écrit vers 1170. Ce manuscrit date du début du XIIe siècle. Il a été écrit par le chancelier de Notre-Dame, Pierre le Mangeur.
L'Historia Scholastica fut rédigée pendant la construction du chevet de la cathédrale. Stefan van Liefering s'intéresse à un passage de l'Ancien Testament qui décrit le temple de Salomon à Jérusalem comme la maison de Dieu sur terre. In altitudine 30 cubitos abebat, usque ad primum tabulatum. Pour les bâtisseurs de Notre-Dame, reprendre les dimensions du temple de Salomon aurait pu être une fin en soi. 30 coudées pour le premier niveau, 60 coudées jusqu'au deuxième niveau. Les mêmes mesures que celles trouvées par l'historien sur la cathédrale. Une unité de mesure différente, mais une correspondance intéressante et très troublante. Ces chiffres sont-ils une simple coïncidence ou correspondent-ils à une véritable intention? Stephen Murray conduit lui aussi des recherches sur les dimensions sacrées des cathédrales. Après Beauvais, il s'intéresse aux proportions de la cathédrale d'Amiens. Le modèle géométrique d'où découle toute la forme de cet édifice s'articule autour d'un grand carré central. Chaque côté du carré central mesure presque exactement 50 pieds romains, l'unité de mesure adoptée par les bâtisseurs d'Amiens. Fait étonnant, le chiffre 50 est aussi un nombre important dans la Bible. Dieu demanda à Noé de construire une arche de 50 coudées pour le sauver du déluge. L'arche de Noé mesurait 50 coudées. Là, on a 50 pieds. La cathédrale est un véhicule de salut, comme l'était l'arche de Noé. Comme à Notre-Dame, il semblerait que les maîtres d'œuvre d'Amiens aient transposé une mesure biblique dans la structure même de leur cathédrale. Je fais une coupe verticale. On peut tracer une ligne de l'une des clés de voûte jusqu'au sol. D'accord. Ça nous donnera la hauteur. Ça fait 42 mètres 55. En convertissant les mètres en coudées, Andrew Tallon arrive à un autre chiffre sacré. Regardez ça. 144,3, même nombre qu'à Beauvais. Dans le Nouveau Testament, la Jérusalem céleste fait 144 coudées de hauteur. C'est la mesure du paradis. C'est clairement un nombre qui exprime un objet de désir. Il voulait avoir le nombre 144. Et on comprend pourquoi en se penchant sur le texte qui a été lu à la consécration de la cathédrale. C'est le livre des Révélations, chapitre 21. Et ce livre, dans un sens, parle du désir humain. Il y a quelque chose de quasi charnel dans le passage où Jean voit la cité divine descendre des cieux. Il mesure la cité et elle fait 144 coudées. Mais en s'efforçant d'atteindre les hauteurs célestes, les bâtisseurs ont succombé à une compétition plus terrestre. À Beauvais comme à Amiens, les architectes avaient utilisé le nombre 144 comme étalon pour construire leur cathédrale. Mais les bâtisseurs de Beauvais n'utilisèrent pas la même unité de mesure. Au lieu du pied romain, ils choisirent le pied de roi, plus long. Et Beauvais devint la plus haute cathédrale du monde. Les deux chercheurs américains ont donc trouvé les preuves scientifiques de l'existence d'une géométrie sacrée qui a présidé à la conception et à la construction des cathédrales gothiques. Une telle notion aurait heurté les esprits rationalistes des architectes et historiens du XIXe siècle qui les ont restaurés et répertoriés. Créée à l'initiative de Viollet-le-Duc, la galerie des moulages du musée de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine fait la synthèse des différents styles de l'art religieux français. Les maquettes et les moulages réalisés avant que les guerres ou les restaurations n'altèrent les monuments sont une aide inestimable pour les chercheurs. Justement, Andrew Tallon a une dernière enquête à mener. Il est venu voir un document rare qui concerne la plus célèbre des cathédrales, Notre-Dame de Paris. C'est une maquette construite en 1843, 2 ans avant la restauration faite par Viollet-le-Duc et Lassus. Et on voit notamment ici quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ces deux arcs-boutants qui sont vraiment juste derrière la sacristie ne ressemblent pas du tout aux autres. Et si les documents sont corrects, ces deux arcs-boutants datent de l'état originel de la construction au XIIe siècle. Ces deux arcs-boutants, à la forme plus primitive, encore visibles sur cette maquette, étaient pris dans la maçonnerie de l'ancienne sacristie, ce qui les a protégés de toute transformation. Lors de la restauration de la cathédrale, 4 ans plus tard,
Viollet-le-Duc a détruit la sacristie et reconstruit tous les arcs-boutants du chœur à l'identique. L'architecte effectua d'autres transformations radicales, comme inventer de nouveaux éléments d'architecture. Un cloître de style néo-gothique et une immense flèche. Mais ils sont si bien intégrés à l'ensemble qu'ils semblent avoir toujours existé. Seule la maquette et ses rares daguerréotypes sont les traces tangibles qui témoignent de l'état exact de la cathédrale avant sa restauration. Comment Andrew Tallon va-t-il dénouer les secrets d'un monument qui a été si remanié durant son histoire? Car les arcs-boutants du chœur de Notre-Dame sont si longs, si fins, si différents, qu'il a toujours été jugé impossible qu'ils aient existé dès le XIIe siècle. On a souvent cru, pendant longtemps, que l'arc-boutant a été inventé, comme tu sais bien, dans la nef de Notre-Dame, donc juste à côté. Ça veut dire forcément qu'il n'y en avait pas ici. Il n'y avait pas de système de contrebutement. Sans système de contrebutement, avec une force pareille, une grande force de voûte, les murs en hauteur, comme on a vu un petit peu à Noyon, ont été écartés par la poussée des voûtes. Mais ce qu'on va retrouver dans ce scan, c'est que les parties hautes de ces murs se sont restées parfaitement d'aplomb par rapport au sol. Parfaitement d'aplomb. Contrairement à Noyon. Contrairement à Noyon. Donc vraiment très droit. Ce qui veut dire, pour des murs aussi minces et hauts, qu'il y avait forcément quelque chose qui les tenait en place. C'est ce que je crois, au moins. Et qui conforte la théorie qui a mis en avant au départ Stephen Murray et que j'ai agrandi un petit peu après, que l'arc-boutant a été vraiment installé, je pense, dès les années 70 à Notre-Dame. Ce qui est finalement pas étonnant dans notre connaissance actuelle de l'utilisation de l'arc-boutant. C'est-à-dire qu'ils étaient projetés dès le début du chantier. C'est ça. Donc en 1160, voilà. L'idée de l'arc-boutant, de sa projection existait. Existait. Pour lui faire livrer son secret, Andrew Tallon et son équipe veulent faire parler les pierres de la grande cathédrale. Donc, c'est ce deux travées qui nous intéressent en particulier parce que si il n'y avait pas eu d'arc-boutant au XIIe siècle, on a droit à croire à une sorte de déformation des parties hautes. Regardez bien cette coupe de Notre-Dame et imaginez pour un moment qu'il n'existe pas ces deux étais comme ça des deux côtés. Ça veut dire que ces voûtes qui sont très grandes, très larges et perchées très haut sur des murs très très fins, de l'ordre de 60 cm, sont tenus en place par ces murs de 60 cm. Ce qui nous intéresse, c'est la comparaison avec ce chiffre-là, avec le même chiffre d'en bas. Donc là, on a 5,893 m. Si on regarde la même coupe d'en bas, 5,920 m. Assez extraordinaire, la partie haute du mur est déplacée à l'intérieur du bâtiment. Chose assez incroyable pour un bâtiment gothique. Donc, puisqu'il n'est pas déformé, ça veut dire qu'il y a eu depuis toujours un été exactement comme ces arcs-boutants qu'on voit ici. En confrontant une maquette de plâtre du XIXe siècle et une maquette virtuelle du XXIe siècle, où la cathédrale apparaît dans toute sa gloire géométrique, Andrew Tallon vient de réécrire un chapitre majeur de l'architecture gothique. Notre-Dame de Paris avait des arcs-boutants, Noyon n'en avait pas. Chaque monument fut le lieu unique d'une extraordinaire expérimentation qui a duré 150 ans.
la cathédrale n'est pas un symbole du passé, mais la réalité matérielle d'une incroyable révolution technologique qui a conduit ces bâtisseurs à pousser la matière à ses limites. Ils voulaient créer des monuments pour l'éternité, nous laissant ainsi le plus beau témoignage de leur humanité.